Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour un nouveau numéro de Radio 4 Quarts, votre podcast du webzine Urban Street Reporter. On est très heureux de vous retrouver pour ce 29e numéro et ce soir, nous avons l'honneur de recevoir Abdel. Salut Abdel. Salut. Comment tu vas ? Ça va et vous ? Ça va, ça va. Alors tu représentes l'association café, restaurant 19.59. Donc on est très heureux d'être avec toi ce soir. Et bien sûr, on va évoquer ta structure en fin d'émission lors du quart d'heure de l'invité. Voilà. Les chroniqueurs vont te cuisiner un petit peu. Merci beaucoup de m'avoir invité. Il n'y a pas de souci. Et pour m'accompagner, Dany. Ça faisait très Salut, longtemps, Dany. C'est vrai, c'est vrai. Comment tu vas ? Ouais, ça va très bien, merci. Je sais même pas si on s'est vu... Si, il y a la CAN. J'allais dire, je sais pas si on s'est vu en 2022, mais si quand même. Ah oui, je vois, c'est Si, vrai. quand même, C'est quand vrai. même, il y a eu la CAN. Ça va. Et Fatia, qui est avec nous. Salut Fatia. Coucou. Tu vas bien ? Oui, ça va, merci. Et bien sûr Alia, qui gère le Insta Live. Bien évidemment, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, bien sûr, et à interagir avec nous lors de cette émission. Allez, on va aller dans le vif du sujet. Ah, d'ailleurs, j'ai même pas dit de quoi on allait parler. J'allais démarrer directement. Premier sujet, les présidentielles, bien évidemment. Débat d'entre-deux tours ce soir. On parlera également des personnalités qui se sont exprimées lors de l'entre-deux tours. Deuxième sujet, scandale alimentaire. Vous l'avez peut-être vu, c'est dans l'actualité. Buitoni, Kinder, enfin bref. C'était assez compliqué pour la cuisine industrielle ces dernières semaines. Fatia va nous en parler. Et puis bien sûr, le quart d'heure de l'invité, je l'ai dit, avec notre ami Abdel. N'hésitez pas à nous suivre sur l'ensemble des réseaux sociaux. USR officiel, on est partout. Allez, on peut démarrer cette émission maintenant avec le premier sujet présidentiel 2022. Et d'abord, Dany, tu avais envie de parler d'un phénomène, c'est les personnalités publiques qui donnent leur avis sur l'affiche du second tour. Ouais, voilà, en effet, on constate depuis pas mal de temps dans les élections. Là, c'est encore un peu plus criant lors de cette présidentielle et le second tour. Il y a beaucoup de personnalités, des sportifs, des artistes ou des chanteurs, des personnalités publiques qui signent des tribunes, qui apportent leur soutien à un candidat. Et moi, je me pose la question de savoir s'ils le font en tant que personnalité publique ou en tant que citoyen. Et Ouais. si ça a un réel impact sur le vote. Ouais. Fatia, t'en penses quoi, toi, des personnalités qui donnent leur avis, généralement plus d'un côté que de l'autre, hein, on va pas se mentir, mais c'est quoi toi, tu trouves que c'est une bonne chose ou Bah déjà, par rapport à ça, il y a aussi une polémique sur les chaînes de télévision françaises qui faisaient une sélection par rapport aux candidats qu'ils mettaient en avant. Et donc, en fait, ça pouvait influencer le choix des auditeurs, vu qu'ils voyaient une certaine partie des candidats et non l'ensemble. Et donc, en fait, ils avaient accès que à ces informations-là. Surtout qu'en principe, non, peut-être pas en principe, mais généralement, en fait, les gens font peu de recherches sur les candidats et votent pour la personne dont ils ont le plus un écho ou qu'ils adhèrent au parti. Donc Ouais. le fait qu'on peut être facilement influencé à travers les chaînes télé aussi, ça peut énormément influencer des personnes qui n'ont pas de grandes connaissances sur les candidats et leur programme, pas de grandes connaissances sur les politiciens et sur leur façon en fait de manipuler leur discours pour atteindre le vote de ces candidats, le Ouais. vote de ces électeurs plutôt. Et toi, Dany, du coup, est-ce que tu trouves que c'est bien ce qu'ils font ou t'émets des réserves un petit peu ? Il y a quelques années, je t'aurais dit c'est bien parce que ça permet aussi aux électeurs d'éveiller les consciences. Mais là, je trouve que ça devient un peu malsain parce que c'est pas vraiment démocratique. Moi, je pars du principe que le vote, c'est quelque chose de personnel. En fait, c'est propre à chacun. Les voix n'appartiennent à personne. Donc, c'est un peu comme les candidats qui disent moi j'appelle, qu'ils ont perdu, qui disent moi j'appelle mes électeurs à voter pour un tel. Enfin, Pour ça toi, a ça aucun n'a pas sens. de sens. Franchement, pour moi, ça n'a pas de sens. C'est une forme d'hypocrisie parce qu'au final, voilà, on sait très bien que ces candidats ils sont au deuxième tour. Si vraiment il fallait faire barrage, il fallait le faire au premier tour. Donc, moi, je trouve qu'il y avait 5 ans pour éviter ça. Je Ouais. trouve que c'est un peu du n'importe quoi. Ouais. Fatia, sur ce que vient de dire Dany, Après, le souci, c'est que nous-mêmes, à travers nos réseaux sociaux, on va peut-être influencer les gens qui nous entourent Bien sûr. sur les personnes qu'on voudrait voir élire ou élire pour ce second tour. Donc en soi, les gens sont libres
de dire clairement, bon bah voilà, je vous invite à peut-être regarder le programme de telle personne parce qu'il vaut le coup, ou de telle autre personne parce que voilà, ça répond à tel ou tel sujet qui vous tiendrait à cœur, mais ils le font en tant que personne propre, c'est pas, ils allient pas à leur followers. Non, ils allient pas à leur métier. En fait, ils influent pas les gens par rapport à bon, voilà, je suis un artiste ou si c'est ça. C'est vraiment C'est en tant que citoyen qui s'exprime. Voilà, bon, bah moi, je suis une personne lambda comme vous et j'aime cette personne. Donc toi, en fait, tu penses que c'est et je pense qu'ils ont cette liberté. Ils ont cette liberté là. Même s'ils ont un certain nombre de personnes qui les suivent, bah en fait, je pense qu'il faudrait plus voir ça en tant que personne propre comme nous et se dire bon bah en fait ils utilisent leur réseau parce que c'est leur seul réseau et qu'ils communiquent comme on communiquerait pour quelque chose qui nous tient à cœur. Après c'est vrai que s'ils mettent en avant le FN ou je ne sais quoi, ça touche un peu notre ego à nous, mais en soi ils sont autant libres de faire ça que nous pour je ne sais telle autre personne. Même si je me dis bon mais ils sont libres en vrai. Ouais, bien sûr. Abdel Moi, pour ma part, je pense qu'en tant que personnalité publique, on a une certaine responsabilité aussi. C'est-à-dire qu'on transmet certaines choses, on a une certaine audience. Et ne serait-ce que par rapport à son milieu ou sa profession. Par exemple, j'ai cru voir, entre guillemets, une certaine polémique vis-à-vis des rappeurs, par exemple, qui demandaient de faire barrage au Front National, notamment parce que le milieu hip-hop est très associé à ce mouvement militant-là qui fait barrage au Front National, par cohérence. Du coup, je pense qu'il y a une nécessité de le faire. Mais surtout dans le monde de la culture en général, il y a besoin, entre guillemets, de montrer qu'on fait barrage solennellement et même symboliquement au FN. Et bon, après, je pense que dans certains métiers, il y a un corporatisme qui empêche de s'exprimer un peu plus facilement. Et pour revenir sur ce que disait Fatia, c'est... il y a beaucoup de choses qui sont mises en place justement pour égaliser le temps de parole des candidats, notamment par le CSA sur le contrôle de la radio ou de ce qui peut être vu sur la télévision. Mais le temps de parole ne représente pas l'orientation et la présentation qu'on fait d'un candidat. Parce qu'on peut parler pendant 2 heures de Marine Le Pen tout en parlant mal d'elle. Oui, c'est vrai, ça dépend comment on présente la chose. Ça prend pas en compte l'orientation, mais la chose qu'il faut prendre en compte aussi, c'est que dans cette élection-là présidentielle, beaucoup plus que les précédentes, qui l'étaient, mais dans une moindre mesure, c'est qu'il y a l'apparition, entre guillemets, de la communication à travers les réseaux sociaux, qui est devenue, entre guillemets, primordiale. On se rend compte que la frange des 18-35 ans a été touchée par exemple par Mélenchon, parce qu'il a maîtrisé sa communication, il a axé justement sur les jeunes. Mais ça, c'est pas contrôlé, et on se rend compte aussi que ça fait aussi une sorte d'épouvantail, parce qu'il y a une omniprésence de la fachosphère sur des réseaux sociaux comme Twitter. Mais on se rend compte que ce qui était annoncé sur les sondages autour de 20-30% ne représentait que 7% par exemple pour des candidats comme Zemmour. Du coup, je pense que c'est à double tranchant, et il faut essayer de saisir toutes les informations qu'on peut en tirer. Et par rapport au fait, les candidats qui disent j'invite mes électeurs à... Oui, c'est ça, les consignes de vote, ce qu'on appelle les consignes de vote. Moi, je suis mitigé parce que je suis d'accord avec Dany dans le sens où les électeurs ne leur appartiennent pas. Ils ont voté avant tout pour des programmes et pas pour des candidats ou ce genre de choses. D'ailleurs, il y a une célèbre expression, excuse-moi de te couper, il y a au premier tour on choisit, au deuxième tour on élimine. C'est ça, exactement. Mais du coup, dans cette élimination, il y a aussi quelque chose qu'il faut prendre en compte, c'est la stratégie politique de ces candidats-là pour arriver à leur fin. On a par exemple Mélenchon qui nous disait hier élisez-moi en tant que Premier ministre, qui faisait référence aux élections législatives. Mais par conséquent, stratégiquement, est-ce que c'est mieux d'élire Marine Le Pen ou Macron pour cette cohabitation-là? Et dans le cadre de cette invitation-là à ces électeurs pour voter et faire barrage au Front National, c'est une stratégie politique qui est cohérente avec son programme. Et du coup, c'est pour ça que je pense qu'il se permet de donner des orientations. Oui, c'est vrai. Sur les consignes de vote des anciens candidats éliminés au premier tour, t'en penses quoi, Fatia? Est-ce que tu penses que c'est vraiment utile de faire ça, ou c'est pas un peu les infantiliser? C'est quoi ton regard là-dessus? Alors je pense que c'est utile, parce que dès qu'on a vu les résultats, on peut voir que certains se sont dit soit je m'abstiens de voter, soit je m'abstiens, soit je vote blanc, soit je ne participe pas aux élections, soit je ne vote pas au second tour, ou soit je vote pour Le Pen ou pour Macron, mais en tout cas je vote pour une personne qui est contre
celle qui qui est contre le président actuel etc. En fait, il faut se dire que dès qu'on a eu les résultats du premier tour, il y en a énormément qui étaient contre ces résultats. Il y en a énormément qui ne voulaient pas du tout voir, même il y avait bon, encore une fois, on parle de sondage, mais on avait vu que la majorité des Français voulaient absolument éviter la revanche Emmanuel Macron-Marine Le Pen, et c'est ce qui est arrivé la semaine dernière. Donc, et après, du coup, comme on dit, si la majorité ne voulait pas en arriver là, mais qu'à la fin, les résultats prouve le contraire. C'est pour ça que j'atténue un petit peu. C'est peut-être aussi parce que, il y a ce qui est dit, mais dans les faits, c'est autre chose. Donc en soi, il y a aussi cette autre partie qui se dit, qui disait au début, je ne veux pas voter pour Marine Le Pen ou Macron. Dans tous les cas, comme il dit, c'est voter soit pour la peste, soit pour le choléra. Le choléra. Ça, c'est surtout les électeurs oui, c'est ce que j'entends en ce moment. Très à gauche. Qui disent ça et qui décident soit de s'abstenir ou de voter pour Macron ou Le Pen parce qu'en fait, ils sont tout simplement énervés. Et c'est vrai que je pense que là, les candidats qui sont sortis, ils ont un rôle à jouer en disant bien aux gens, attendez, mais certes, nous, on est sortis du jeu, mais il ne faut pas aussi perdre... Oh là là, tu t'es perdu, toi. Mais tu t'es perdu, là. Faudrait pas, en tout cas, sortir de notre chemin. Faudrait pas aussi ne pas voter et faire élire une mauvaise personne. D'accord, ouais. Donc, parce qu'en gros, ça pourrait être aussi tout autant dangereux. Ok, je vois ce que tu veux dire. Si je peux me permettre de clôturer ça, c'est qu'on se rend compte que... pour moi, il n'y a pas de... personne n'a vraiment perdu, parce qu'avec les chiffres qu'a fait Mélenchon, par exemple, c'est une manière aussi... de montrer à un candidat comme Emmanuel Macron sur quel pied jouer durant le second tour et peut-être l'axe sur lequel il faudrait plus s'investir durant son potentiel futur mandat. Il y a eu 3 blocs, là tu as eu Marine Le Pen, Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon, c'est très serré. Du coup, vraisemblablement, la stratégie qu'il adopte pour le second tour, c'est de jouer justement sur cette fibre-là sociale qu'a abordé Mélenchon, parce qu'ils se rendent compte qu'il y a un réel créneau à prendre. C'est clair. Et du coup, c'est peut-être pas tomber dans l'oreille d'un sourd, ces votes-là, et je pense que ça peut aussi permettre à s'il a assez de recul et de sagesse pour avoir un recul sur sa politique, voir quelles sont les attentes des Français, et c'est pour ça que je pense que c'est pas une réelle défaite. C'est une défaite de Mélenchon, certes, mais pas de ses électeurs. Ouais, il y aura peut-être une suite. Après, il faut qu'ils puissent transformer l'essai lors des législatives. Et on le sait qu'historiquement, il y a beaucoup moins de mobilisation lors de ce genre d'élection, alors que Dieu sait que c'est très important. C'est l'élection la plus importante. C'est l'Assemblée nationale, c'est le vote des lois, c'est la politique nationale. C'est hyper important. D'ailleurs, je lance un appel à tous ceux qui se sentent démobilisés après ce premier tour. Il y a le second tour déjà dimanche, mais il y a aussi les législatives au mois de juin et le troisième tour, comme certains le disent. D'ailleurs, en parlant de démobilisation, on va aborder un deuxième thème, c'est l'abstention. Elle a été quand même assez élevée lors du premier tour, 26%. Certains diront qu'ils sont arrivés deuxième derrière Macron, le parti de l'abstention. Déjà, comment vous analysez ce chiffre? Et est-ce que vous avez peur pour dimanche que ce chiffre soit encore plus fort? Dany. Concernant l'abstention, c'est pas surprenant. Comme on a vu les 5 dernières années, la France elle a été fragmentée, elle a été divisée, il y a eu beaucoup de crises sociales, donc c'est un peu le reflet de la société. Les gens ils n'étaient pas forcément en accord avec... il y a une sorte de défiance de l'homme politique, donc forcément les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont pas voter. Je trouve ça bête, mais bon, c'est un peu le reflet de... C'est ce que ça a traduit, ce score-là. Et après, je pense qu'ils n'ont pas été à la hauteur aussi pour mobiliser ces électorats. Il y a beaucoup de gens qui se sont sentis dénigrés, mis de côté. Il y a un peu la France d'en bas, la France d'en haut. Enfin, on voit dans les quartiers populaires ou même dans les endroits plus reculés de la République où le président il se déplace jamais. Donc les gens ne se sentent pas concernés par parce que ils auraient pu ne pas être d'accord avec la politique du président et se sentir représentés par un autre candidat, alors que là c'est pas le cas. C'est-à-dire que pour 26% des Français, l'offre politique ne leur convient pas. Oui, je pense qu'il y a eu ça, et puis aussi, il ne faut pas l'oublier, sur les 12 candidats qu'il y avait cette année, je crois qu'il y en a 6 ou 7 qui étaient déjà là l'année dernière, donc il y a 5 ans. Donc aussi, il y a ce côté de... manque de renouvellement. C'est en même temps. C'est genre, on nous fait croire que c'est nouveau, mais c'est toujours les mêmes. Ouais. Et je pense que ça aussi, ça a un peu blasé les gens, et c'est pour ça que les gens ne sont pas forcément déplacés. C'est dommageable, mais c'était compliqué ces 5 dernières années, donc je pense, pour moi, ça me semble logique. Même si c'est vrai que c'est désastreux, parce que
plus il y a de l'abstention, plus les extrêmes sont au port du pouvoir, et ça, c'est dangereux. Abdel. Moi, pour ma part, je pense qu'il y a un réel travail d'éducation civique à avoir, notamment sur certains territoires. Ouais. Je me suis rendu compte que, c'est un peu biaisé, mais il y a une réelle mobilisation, entre guillemets, durant ces élections-là chez les jeunes des quartiers populaires et chez les jeunes en général, parce que les questions sociales et écologiques les touchent particulièrement. Mais, et en même temps, comme disait Dany, je me rends compte qu'il y a pas mal de notions qui ne sont pas maîtrisées, notamment l'importance et le rôle des élections législatives, et pas mal de règles, et notamment qui structurent la Ve République. Bien sûr. Du coup, je pense qu'il y a une nécessité d'avoir une éducation civique un peu plus... C'est très intéressant ce que tu dis, profonde, très poussé. sur ça, mais aussi il y a une nécessité de rendre un peu plus accessible la politique à travers l'information, mais à travers aussi la prise de décision, à se re-questionner sur l'accès à la démocratie dans le cadre de la Ve République, ce qui avait été mis en avant par plusieurs candidats sur le rapport démocratique, et notamment sur les référendums d'initiative citoyenne à la suite de la crise des Gilets jaunes. Et du coup, voilà, je pense qu'en tant que société, peu importe le clan politique ou le parti, on est tous à même à se reposer les questions sur ça. Et autre chose, la dernière, c'est sur l'accès, entre guillemets, au vote, sur les personnes isolées, sur les personnes âgées, sur les personnes qui ne maîtrisent pas forcément bien la langue française dans des quartiers populaires. Et du coup, il y a aussi un questionnement à avoir sur ça. Et bien sûr, se reposer la question du le spectre politique français et ses définitions, gauche-droite, est-ce qu'ils sont toujours d'actualité? Oui, est-ce que c'est encore... on le voit que déjà en 2017, c'était compliqué. Là, en 2022, les deux partis, on va dire, historiques français de la Ve République ont fait moins de 2% pour le Parti Socialiste et 4% pour les Républicains. Donc, c'est même pas 10% les deux, c'est un truc de fou. Et même en termes de définition des termes, on a un Macron, Emmanuel Macron qui... au départ de son premier mandat, se déclarait socialiste, citait Jean Jaurès, qui aujourd'hui est plutôt associé à une droite libérale. Droite libérale, ouais. Et on a Marine Le Pen qui, et ses adhérents, ses partisans, qui aujourd'hui décrit le terme d'extrême droite. Et joue même sur le changement de nom pour essayer. Oui, Rassemblement National. Sur le social, un peu. Sur la fibre sociale, Zemmour même se permet de dire que Marine Le Pen est une socialiste. Ouais. Du coup, c'est vrai qu'il avait dit ça. Il faudrait il a dit Marine Le Pen est de gauche. Et il faudrait se re-questionner sur justement les définitions, les spectres, les prismes qu'on peut avoir sur notre champ politique. C'est vrai. Fatia, sur l'abstention et sur la vie politique globale française. Je pense qu'il ne faudrait pas oublier qu'il y a aussi des personnes parmi les gens qui n'ont pas voté, qui ne pouvaient pas voter. Voilà. L'affaire des radiations. Voilà. Fatia, tu peux témoigner. J'en suis la cible aussi. Ça a été malheureux, parce qu'en fait, on a pensé qu'on pouvait voter jusqu'au jour J, et on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas voter. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a eu un changement d'adresse. Le changement d'adresse, il a été effectif que quelques semaines avant les élections présidentielles, et on n'a pas été informés comme il le fallait. Donc, tu as eu des gens qui habitent dans un immeuble, dans un quartier, dans une ville. On parle de Pierrefitte-sur-Seine, Marseille, Strasbourg et bien d'autres villes qui n'ont pas été informés qu'ils étaient radiés. Par exemple, moi, là, une semaine avant ou deux, j'avais fait des recherches. Je m'étais dit, tiens, je vais voir si mon nom il est inscrit dans la liste. J'ai recherché, j'ai vu qu'il était pas inscrit. J'ai fait la démarche d'appeler la mairie. J'ai pas eu de réponse. Et ensuite, je me suis dit, tout simplement, si j'ai voté au municipal il y a 2 ans, il n'y a pas moyen que je sois radiée de la liste. Ça me paraissait impossible. Et donc, j'ai eu la surprise de voir ça le jour J. Et c'est le jour J aussi qu'en se rendant dans les bureaux de vote, qu'on a eu les documents, les flyers pour nous dire ce qu'il fallait faire. Je pense qu'ils auraient dû aussi également mieux informer les citoyens. Anticiper, ouais. Oui, anticiper, parce que je pense que si tu arrives à recevoir des lettres au quotidien pour informer de tel ou tel vote pour les municipales ou autres, tu es aussi capable d'envoyer des flyers en amont des élections, surtout quand tu sais qu'il y a une
certaine quantité de personnes qui sont radiées dans la ville pour les informer que, attention, il se peut que vous ne soyez pas dans la liste et qu'il se peut aussi que vous deviez vous inscrire pour pouvoir voter. Ouais. Et donc, ça permet aux gens d'être alertés par rapport à cette situation-là et se dire, bon, bah, je vais faire attention et je vais faire en sorte de régler ça le plus tôt possible parce que je suis investi en tant que citoyen dans ces élections-là et je souhaite faire entendre ma voix autant que faire entendre la voix des autres. De se dire que en fait j'ai été exclu c'est énorme, c'est du quand même scrutin suprême de 220 000 personnes, 220 000 personnes, et donc toutes ces personnes-là, comme je t'ai dit, on avait pour objectif de voter, mais on a eu la surprise de voir ça juste le jour J. Et donc aussi ce qui passe pas aussi, c'est que simplement, c'est le jour J qu'on nous dit vous devez vous rendre au tribunal le plus proche pour faire en sorte que la correction se fasse. Mais par exemple, moi, je ne l'ai pas fait parce que je me suis dit, je récupère le papier en mairie et tant que je m'inscris avant le second tour, j'ai quand même cette possibilité de voter au second tour. Et on m'a dit quoi ? Ah non, c'était seulement le jour J du premier tour. Donc il y a vraiment Donc là, toi, tu peux pas voter pour le deuxième tour. Je ne peux pas voter pour le deuxième tour, mais du coup, j'ai déposé mon dossier pour les législatives. Oui. Mais ça me fout quand même Bien sûr, non, c'est de frustrant. me dire, bon, bah voilà. Ouais, c'est que ta voix ne sera pas comptabilisée pour des raisons administratives. C'est ça. Et même, je rajouterais que par rapport aux personnes qui ne sont pas de nationalité française, mais qui ont la carte de séjour, il y a ce côté de mobiliser les gens de leur famille ou de leur entourage qui ont cette possibilité de voter et de les dire, bon, bah, allez voter parce que certes, nous, on n'a pas cette chance, mais on veut quand même que votre voix se fasse entendre. C'est le cas de ma mère, de mes parents qui nous incitent à voter, de nous incite à voter, même si des fois on se dit tiens, j'ai la flemme, on attend souvent la fin d'après-midi pour aller voter, jusqu'au dernier moment, même les 30 dernières minutes, vers 19h, ils nous incitent vraiment 19h30, à faire en sorte de participer à la vie de la société en tant que telle. Ouais. Dernier point sur ces présidentielles, c'est le débat d'entre-deux tours. Et oui, c'est ce soir, les amis. Macron-Le Pen, deuxième round. On se souvient d'il y a 5 ans. Marine Le Pen l'a elle-même avoué, c'était complètement vautré sur ce débat-là. Qu'attendez-vous de cette confrontation ce soir ? Est-ce que pour vous, c'est un moment décisif de la campagne ou c'est juste de l'entertainment ? Pour ma part, moi, j'attends pas grand-chose de ce débat. Je pense que les choses sont déjà écrites. À mon avis, Macron va être réélu. Après, ce que je peux attendre, c'est que Marine Le Pen soit un peu mieux que la dernière fois, parce que c'est vrai qu'elle avait été ridicule, elle s'était assez ridiculisée, et c'était pas forcément une bonne image. Maintenant, après, qu'est-ce qui va se passer ? Ça sera idée contre idée, projet contre projet. Macron, ça sera peut-être un peu plus compliqué pour lui, parce que là, il aura un bilan à défendre, donc forcément Marine Le Pen... Oui, ça, on n'est pas complètement dans la même configuration qu'il y a 5 ans où Macron sortait de... Bon, il était ministre quand même, Macron, mais il n'avait pas un bilan présidentiel. Tu vois, il n'avait pas un bilan, il a 5 ans à assumer, et du coup Marine Le Pen avait été en mode challenger, donc là c'est à elle d'attaquer, c'est un peu comme un match de foot, c'est à elle de faire le jeu, grosso modo, tu vois. D'ailleurs, c'est elle qui commence au tirage au sort, donc c'est peut-être... c'est elle qui engage. C'est pas pour rien, donc forcément, oui, je pense qu'elle a plus à perdre que Macron, à mon avis, parce que lui, je pense qu'il sera plus dans la gestion, dans la retenue de ses émotions, et il va attendre le bon moment pour l'assommer. Abdel, sur ce débat de l'entre-deux tours, t'as des attentes ou pas ? Moi, je pense que je suis un peu comme la phrase de Dewey, je m'attends à rien, mais je serai quand même déçu, dans le sens où l'attente dans le second tour, c'était d'avoir un candidat de gauche, pas forcément pour qu'il soit élu, parce qu'on est conscient, entre guillemets, des réalités et des sensibilités politiques des gens, et on s'attendait vraiment à ce que Macron soit réélu, forcément, peu importe le scénario. Mais du coup, c'était aussi sur l'axe du débat, pour remettre justement en avant certaines questions sociales, etc. Je pense que ça se fera pas, à moins que Macron veuille se tirer une balle dans le pied qui rappellerait son quinquennat, et pour un peu déstabiliser Marine Le Pen. Mais je pense que ça se fera pas. Désabusé par rapport aux résultats dans un premier temps, encore assommé. Pas d'attente particulière pour ce débat-là, ce sera plus de l'entertainment. Tu vas le regarder quand même ? Ou tu vas jeter un coup d'œil en diagonale. Ouais. Il y a le multiplex de Ligue 1 voilà. C'est plus intéressant. Et justement, c'est pas autant sacralisé. Et il y avait aussi beaucoup d'attentes sur un débat général au premier tour, chose qui a été refusée par les candidats et qui n'a pas été là.
et qui a été très intéressant, ne serait-ce qu'aux dernières élections. Est-ce que c'est le passage de Philippe Poutou sur BFM qui a... En fait, je pense qu'il il y avait beaucoup d'attentes et de nostalgie par rapport au punchline de Philippe Poutou. On s'en souviendra. Notamment, il ne faut pas minimiser le rôle du débat du premier tour sur le scandale François Fillon. Exactement. Qui a été en tournant. Ah, ça l'a tué. Et je pense qu'il y aurait pu y avoir quelque chose de très intéressant dans un potentiel regrettablement non débat du premier tour sur l'affaire McKinsey, par exemple. Oui. Et la tournure qu'aurait pu prendre justement des figures de gauche sur justement la critique de ce genre de scandale. Mais niveau scandale, Marine Le Pen et Macron sont à un partout avec McKinsey, le détournement des fonds européens. Du coup, je pense que c'est pas dans leur intérêt aux deux. Je pense que oui, c'est vrai. Chacun a des dossiers sur l'autre. Fatia, sur le débat d'entre-deux tours. Franchement, je suis du même avis qu'Abdel. Je vais voir ça en diagonale. Et encore au début, je me disais je suis pas fan des entre-deux tours ou autres. Je regarde pas vraiment ça. Ça m'intéresse pas du tout. Parce que je me dis c'est du temps perdu. À ce point-là. À ce point-là, c'est du temps perdu parce que souvent, je m'arrête une minute, je vois ce qui est dit, ça m'intéresse. Grosso modo, il n'y a rien qui est dit, il n'y a rien de concret. Et je pense que souvent, les candidats, ils arrivent à s'enfoncer plus qu'autre chose. Ils parlent, je dirais, pour brasser du vent. Et donc ça, c'est une perte de temps. C'est dommage ce que tu dis, parce que je peux comprendre, bien sûr, ton point de vue, mais de base, l'entre-deux tours, c'est fait pour ouvrir des questions que les Français veulent entendre. Le pouvoir d'achat, les salaires, le logement, enfin, il y a plein de sujets, et c'est vrai qu'effectivement... La sécurité. Oui, pour certains, l'immigration, pour certains, c'est vrai. On n'a pas les mêmes priorités, mais c'est vrai que... Là, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'image que ça a, c'est que c'est juste pour, comme tu dis, brasser du vent, d'entertainment. Le souci aussi avec ça, c'est que souvent, on se rend compte que les gens vont débattre le temps d'une soirée, mais que dès que la position est prise, dès que le rôle, en tout cas président, ministre ou je ne sais quoi, est pris... Oui, la moitié de ce qui est dit... la moitié de ce qui est dit est vite oublié. Donc, en soi, pourquoi participer à ce moment de citoyenneté entre guillemets, pour ensuite découvrir que quelques mois plus tard, la réalité est tout autre. Je préfère me dire, certes, tu n'as pas écouté, mais tu n'as pas été surprise. Après, moi, je vais quand même écouter dans le sens où je me fais assez confiance pour analyser certaines choses sur les non-dits, sur le discours général, parce que, quoi qu'on en dise, même si les programmes peuvent être un peu enjolivés, etc., sur la posture, sur le regard, sur la manière de répondre, et même sur la personnalité en général, Macron nous avait déjà donné des indications de sa personnalité pendant les élections, sur le côté arrogant, etc. Marine Le Pen nous le donne sur son côté très méprisant des quartiers populaires, etc. Et justement très hypocrite. Et du coup, je pense que sur les non-dits, ça peut être très intéressant d'un point de vue extérieur et quand on s'attend à rien, pour analyser en fait les non-dits et l'entre-ligne. Et je pense que ça va aussi nous préparer aux 5 futures années. Je pense qu'on a aussi un devoir de regard sur ce qui se fait et ne pas être juste spectateur. Parce que forcément, il y a des informations qui vont nous venir. Elles seront partielles et partiales. Il y aura des extraits qui vont être mis en avant par certains médias. Oui, ça c'est sûr. Par les réseaux sociaux. Il y a des découpés. Il y aura des mèmes qui vont sortir, il y aura pas mal de choses. Et je pense que ne serait-ce que pour appréhender toutes les informations, je pense qu'on a quand même besoin de regarder ce débat-là parce que c'est potentiellement le futur chef de l'État pendant 5 ans. C'est ça. Qui va, étaler ce qu'il veut mettre en place pour la France. De regarder, écoutez, dites-nous en commentaire si vous comptez regarder. C'est ce soir, enfin l'heure où on enregistre, bien sûr, l'émission, mercredi soir, donc le débat entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Allez, on va quitter la politique et on va aller vers l'alimentaire, le sanitaire, avec toi Fatia, et je te laisse nous parler rapidement de ce qui s'est passé. De ce scandale alimentaire qui a fait peur à tout le monde ces dernières semaines. Entre Buitoni, entre le salé même et le sucré, on ne sait plus où donner de la tête en vrai. Donc en gros, il s'est passé quoi ? Il y a quelques semaines, on a eu une affaire liée à Buitoni, scandale alimentaire, intoxication alimentaire. 2 enfants sont morts dû à
La bactérie E. coli. C'est ça, retrouvée dans des pizzas 4 fromages. Du coup, voilà, ça peut toucher tout le monde. Personne n'est épargné. Ouais. Et ces dernières semaines, c'était quoi? C'était autour de Ferrero. Plus de 134 personnes sont tombées malades en Europe, dû à des découvertes de salmonelle dans les Kinder. Et donc, en fait, ça a fait la stupeur de tout le monde de se dire, bon, bah voilà, en gros, on achète des chocolats, il y a moyen que l'on tombe aussi malade, qu'il y ait une intoxication alimentaire. Et il y a eu encore plus de bruit ces derniers jours avec les fêtes de Pâques, où les parents ont acheté des chocolats à leurs enfants, pour leurs enfants, et pour eux aussi, et ont pu découvrir que, du coup, c'était pas seulement certains Kinder qui étaient touchés, mais... même Nutella a été touché et bien d'autres produits liés à la marque étaient touchés par Ferrero. C'est quand même incroyable ce qui s'est passé. Du coup, les amis, une question simple. Est-ce que, avec ce qu'on entend, ce qu'on voit, est-ce que ça nous incite encore plus? Alors, on sait, cette société de consommation, l'industriel, c'est pas la première fois qu'on la critique, mais là, avec des cas concrets d'enfants malades, d'enfants qui sont décédés, certains même qui finissent handicapés. Voilà, est-ce que c'est un électrochoc pour vous pour changer drastiquement votre consommation au quotidien, votre manière de consommer, si ce n'est pas déjà changé voilà. Ouais, pour ma part, c'est un électrochoc, mais même avant, j'avais déjà cette prise de conscience parce que c'est vrai qu'on achète pas mal de choses, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Je pense que le mieux, c'est de faire sa propre nourriture. Au moins, on sait plus ou moins ce qu'il y a et ça évite aussi toute déconvenue. Après, on n'a pas tous la même santé, c'est comme c'est comme le Covid, on n'est pas tous logés à la même enseigne. C'est vrai, c'est ça une question de défense immunitaire, de résistance. T'as des gens, ils vont manger beaucoup de cochonneries, ils vont rien avoir, d'autres ils vont manger un truc, ça va être fatal. Ouais. C'est vraiment propre à chacun, mais ça, c'est vrai. C'est vrai qu'il faut savoir réguler et pas... Après, c'est compliqué. Après, je pense qu'il y a aussi le côté financier parce que... on va pas se mentir, les choses industrielles, c'est pas forcément... C'est facile d'accès, donc tout le monde a ça, et forcément, les gens, ils s'y engouffrent dedans, tu vois. Mais on est tous conscients que c'est pas forcément bon, mais on le fait parce que, pour des questions budgétaires, en plus, c'est la crise, donc les gens, ils se nourrissent un peu comme ils peuvent. Il y en a qui n'ont pas le temps de faire à manger, donc ils prennent les plats cuisinés. Moi, je suis un adepte de ça, je vais pas te mentir, je suis pas un grand cuistot, donc forcément... quand t'as fini ta journée de travail, t'es fatigué, tu prends un truc à l'arrache, un kebab ou autre. Mais c'est vrai que ça dépend aussi de beaucoup... Et en plus, si tu remarques bien ce genre d'accident, entre guillemets, ça arrive toujours à une certaine frange de la population. C'est toujours des gens qui sont, entre guillemets, dans la précarité, qui vivent dans des quartiers populaires. Donc, à un moment donné aussi, il faut se poser les bonnes questions. Et là, on revient à une question sociale. Toi, Abdel? Moi je pense que, je vous l'expliquerai un peu plus en détail tout à l'heure, mais je suis déjà intéressé par ces questions-là d'alimentation, et justement d'accès à l'alimentation saine, durable, etc. Et je pense que la question de la santé, elle est primordiale, mais elle est beaucoup plus, et de la manière de consommer aussi, elle est beaucoup mieux saisie par les jeunes générations, j'ai l'impression, justement sur les questions climatiques, sur les questions de remise en question des modes de consommation de manière globale à l'échelle de la société. Pour moi, c'est juste une information de plus. C'est une invitation à ceux qui n'étaient pas encore convaincus d'avoir une certaine méfiance, entre guillemets, de cette industrie-là. Après, c'est encore plus intéressant pour ma part, bien que ce soit un peu dramatique qu'il y ait eu des morts, que ce soit des marques assez connues qui soient touchées, de manière à se dire symboliquement et inconsciemment, on n'est pas à l'abri. C'est pas parce que c'est une marque mondialement connue qu'on est à l'abri de ce genre de choses. Et voilà, c'est le consommateur maintenant, dès qu'il sera sur une grande surface et qu'il aura l'occasion d'acheter des cochonneries ou ce genre de choses, il se dira je pense à quoi? Est-ce que je pense à mon petit plaisir devant Netflix and chill, ou est-ce que je pense à la santé de mon enfant? Est-ce que je pense à ma santé? Et du coup, il se redirigera peut-être vers des choses qui ont été mises en place mais qui n'ont pas eu le succès escompté, comme des labels d'alimentation bio, un circuit court, ce genre de choses, quoi. Fatia? Bon, il faut savoir que moi, par contre, ça m'a donné envie d'acheter du chocolat. Alors elle, j'ai rien compris. Rien compris. Ouais, tu me ramènes des Kinder, s'il te plaît. Non mais pour moi, Pâques,
Je me dis, bon, tiens, normalement, le lendemain de Pâques, t'achètes tes chocolats. Ouais. Et toi, ça t'a pas refroidi, toi. Moi, je me suis dit, bon, tout sauf Ferrero. Ok. Et c'est vrai, en plus. Ouais. Non, pour le coup, au niveau de l'alimentation, même si, bon, ça c'est réel, hein, j'ai vraiment acheté des chocolats parce que j'en voulais tout d'un coup. Mais au niveau de l'alimentation, je trouve que tu disais par rapport aux classes sociales. Donc moi, je viens d'une classe sociale modeste, normale, qui habite aussi en banlieue, mais où l'éducation par rapport à l'alimentation a toujours été la base chez moi. On nous a toujours enseigné d'éviter de manger trop sucré ou trop gras ou trop du fast-food, ou encore d'éviter le surgelé. Bon, même s'il y a des produits surgelés, les légumes surgelés ou les fruits surgelés, j'ai vu que c'était quand même bon et que ça gardait en fait les vitamines et tout ce qui va avec. Mais pour te dire, chez moi, même tout ce qui est surgelé, on évite au maximum. Et ce que j'ai bien aimé, c'est qu'aussi, tu as dit, oui, en gros, on achète des produits surgelés parce qu'on veut faire le rapide. Moi-même, j'achète pas énormément de produits surgelés. Pizza Buitoni 4 fromages, je me disais que vu la marque, vu la qualité, normalement, c'était censé être bon. J'en achetais quelques fois. Mais des fois, même chez nous, en fait, qu'on habite en banlieue ou pas, je pense que c'est une éducation. On s'éduque au niveau de l'alimentaire et ça se transmet aussi. Et donc, je pense pas que ce soit lié à l'endroit où l'on vit, même si, oui, c'est une réalité ce que tu dis, mais en gros, on généralise souvent quand aussi nos parents, en fait, ils nous enseignent, je pense pour certains, d'éviter de manger dehors par gaspillage et à la fois monétaire, mais aussi par le fait de ne pas savoir ce qui se passe réellement en cuisine. Et donc, on peut très bien manger des choses qui ne sont pas vraiment saines, mais qui sont aussi produits dans des conditions hygiéniques très sales, très douteuses. Oui, voilà, merci beaucoup. On a vu les images d'usine je pense par contre ça m'a bien écœuré. Je te dis la vérité, ça m'a écœuré. Incroyable. C'est de là en fait que ça, oui, que toutes ces bactéries, c'est pas lavé, c'est pas entretenu. Des mégots de cigarettes, des gens marchent à côté de la nourriture, ça t'écœure, ça te dit que t'as plus confiance en fait. Après, là où je rejoins Dany, c'est dans le cadre territorial, c'est qu'on n'a pas accès à des alternatives qui sont accessibles financièrement, mais même géographiquement. Ça veut dire que moi j'ai l'occasion d'étudier à Paris. Quand je me balade dans les petites ruelles du Marais ou du quartier latin, il y a des chocolatiers, il y a des artisans, il y a des alternatives où on nous propose entre guillemets quelque chose de local, où on a une certaine visibilité et même avec un certain prestige parce que c'est français, mais c'est quelque chose qui nous appartient, ça fait partie de notre patrimoine aussi gastronomique. Mais on n'y a pas accès en banlieue parce qu'on est soumis entre guillemets à l'omniprésence de chaînes internationales ou de choses qui sont de l'ordre de l'industrie agroalimentaire. Et du coup, il y a aussi un questionnement à avoir sur l'implantation et le regard qu'on peut avoir sur l'artisanat et sur ce genre de choses. Voilà. Mais là où pour essayer un peu de donner mon avis sur ces questions-là, je suis un peu d'accord un peu avec tout le monde, mais c'est vrai que au niveau social, c'est vrai que je voulais insister là-dessus comme Dany l'a un peu fait, dans le sens où effectivement Fatia, il y a des familles modestes bien sûr qui éduquent leurs enfants sur le fait de bien manger, de pas trop manger dehors parce que même mes parents me l'ont fait aussi. Mais il y a cet aspect social qu'on peut pas mettre de côté dans le sens où il y a des familles pour qui financièrement en fait ils peuvent pas se permettre, comme l'a dit Dany en fait, d'aller acheter frais, d'aller acheter des choses en circuit court, soit parce qu'ils n'ont pas accès, soit parce qu'ils n'ont pas les moyens, soit parce qu'ils n'ont pas le temps. Et en fait, le truc, c'est que eux, quand ils vont au supermarché ou quand ils vont au magasin, ils vont vers le plus simple, c'est-à-dire les choses surgelées, les trucs déjà faits. Et en fait, c'est pour ça que j'avais envie de mettre en avant cette question sociale-là, parce que en fait, j'ai l'impression que c'est une certaine partie de la population en fait qui n'a pas accès à la bonne bouffe. Et ça, je trouve ça dommage parce que c'est une discrimination. Oui, c'est ça, c'est une discrimination de plus en fait que ces catégories-là subissent. Non seulement ils sont discriminés dans leur quotidien, mais même dans l'assiette en fait, ils sont discriminés parce qu'ils mangent de moindre qualité. Donc voilà, vas-y Dany. Non mais je reviens aussi sur ce que tu as dit. Et par exemple, moi tu vois, j'habite à Saint-Denis depuis que je suis né. Enfin, c'est pas normal qu'à chaque fois qu'il y a un restaurant qui ouvre, c'est toujours un kebab. Moi par exemple, admettons, j'ai envie d'aller au restaurant. Pourquoi je suis obligé de traverser le périph' alors que je pourrais très bien manger, je sais pas, si tu habites dans le 19e, tu veux manger la nourriture convenable, tu as un restaurant en bas de chez toi.
Là, moi, je dois faire des kilomètres pour manger. Oui, il y a un problème d'accessibilité déjà. Et ça, c'est Ouais. pas normal. Enfin, c'est pas normal que je dois faire 5 arrêts de métro pour manger correctement. Alors que là, je vais faire le tour, je vais manger que des kebabs. Enfin, moi, je trouve ça pas normal. Et en fait, la discrimination, comme tu dis, elle commence dans nos assiettes. On s'en rend pas compte, mais c'est des petits gestes. Et c'est pour ça aussi que tu vois qu'il y a une inégalité sociale et qu'il y a la malbouffe, la sédentarité et tout ça. Enfin, parce que le gars, il va commander, il va prendre son grec, il va rester chez lui, il va pas faire d'efforts. Alors que s'il y a un restaurant, bah, il va faire l'effort d'aller au restaurant. Tu vois. Et ça, c'est pas. Je trouve que c'est quelque chose d'inégal en fait. Ouais, quelque chose à ajouter, les amis, sur ce sujet-là? Bah après, moi, j'allais plus parler aussi des chocolats. Je suis totalement d'accord pour les fast-foods. C'est vrai que c'est réel quand Non, mais même à franchement, en Saint-Denis. bas de chez moi, il y a Sans aller à Saint-Denis, mais vraiment dans les c'est un truc alentours. de fou. Il y a vraiment Saint-Denis, des chicken. c'est- Ça s'appelle comment les. Chicken Spot, Chicken Family, il y a trop. La chicken, quoi, c'est la chaîne En des bas de chez moi, chicken. il y a 3 grecs, même pas 10 mètres. Je deviens fou, moi. C'est HFC. Ouais, c'est ouf, mais. Non, franchement, Mais c'est vrai que maintenant que tu le dis, Mais c'est nimp. c'est vrai que Paris, par contre, c'est vrai que quand on se promène, on se dit bon, bah aujourd'hui, je sais pas, j'ai envie de manger quoi végétarien, viette, coréen, tatati, tatata. T'as le choix. T'as le une choix du roi variété là-bas. qui Oui. est beaucoup plus Et en large. banlieue, c'est vrai que c'est pas trop le cas maintenant que j'y pense. Et souvent, on va se dire, bon, bah, je vais manger dans quel resto. Et là, on commence à chercher par ville. Et non pas, on se concentre pas sur une seule et même ville. C'est une réalité. C'est quand même assez dommage. Bon, en tout Mais cas, par rapport au chocolat, quand Vas-y, même, parce vas-y. qu'il y a ces questions, on parlait de niveau social. Non, vous aviez dit quoi le terme par rapport au niveau social, non? Moi, l'inégalité. Voilà, sociale. inégalité sociale. dans l'assiette. Voilà, Dans dans l'assiette. l'assiette. Mais par rapport au chocolat aussi. Et là, je me disais, mais si demain on a des enfants et que certes on a les meilleurs artisans à côté de nous, il y a quand même cette envie des enfants d'avoir des Kinder avec leurs jouets à l'intérieur. Est-ce que là aussi on peut parler d'inégalité sociale, de se dire bon bah il y a que des parents qui n'ont certes pas trop les moyens ou autres qui vont acheter, qui vont partir vers cette première marque, sachant que Ferrero en soi certes ça se vend en commerce, mais c'est une marque dont à travers leur publicité qui donne envie et qui est accessible à tout âge. Sur les chocolats, je peux. Bon, c'est peut-être le mettre Comme un peu à part. Nutella quand même, Nutella, il y a... Mais pourquoi? Après, je vais te donner la parole à Abdel, mais sur cet exemple du chocolat, qui un touche peu plus peut-être difficile. un public plus large, on va Voilà. dire. Mais moi, je reste persuadé qu'une famille assez aisée ira toujours chez le chocolatier Oui. plutôt que d'aller acheter du Nutella, parce que Bien sûr. cette famille sait très bien que en termes de qualité et en termes de goût, c'est 10 fois meilleur que du Nutella industriel. En fait, c'est cette inégalité sociale-là que je mets en avant, dans le sens où effectivement l'accessibilité, c'est accessible à tous, d'accord, mais une famille aisée va forcément se tourner vers un chocolatier de qualité parce qu'il sait les dangers, et même nous qui consommons de Nutella, on sait quand on prend une tartine de Nutella, quand on prend des chocolats, on sait que ça va pas nous faire du bien à la santé, on prend ça pour se faire plaisir, tu vois, on prend ça parce que voilà, on est content, on mange du chocolat, mais c'est ça en fait, c'est cette accessibilité au bon. Voilà, c'est ça en fait que je voulais mettre en avant, c'est l'accessibilité au bon, même à travers le chocolat, qui, je suis d'accord avec toi, même si c'est quand même un peu plus vaste. Vas-y. Moi, le point sur lequel j'aimerais insister, c'est la responsabilité en fait de l'État, parce que c'est une question de santé publique. On se rend compte que dans certains pays, notamment les États-Unis, pas pour les mêmes raisons certes, mais par exemple le Kinder sont interdits parce que apparemment ça peut être dangereux pour les enfants, les jouets, etc. À l'échelle du coup nationale, c'est possible d'interdire ce genre de produits. Mais d'autant plus que le Nutella, par exemple, en plus de la question sanitaire sur les dangers. Les dangers que ça peut avoir sur notre corps, etc. Il y a aussi un danger sur l'écologie, la gestion de l'huile de palme, ce genre de choses. Et je pense que l'État a vraiment un rôle à jouer, justement, sur cette prise de conscience-là, mais aussi sur la régulation de ce qui peut se retrouver dans nos étals et dans nos assiettes. Et c'est pour ça que moi, je pense qu'il y a un réel accompagnement à faire, justement, sur les alternatives saines et durables qui peuvent se retrouver dans nos assiettes, accompagner, justement, les artisans, les entrepreneurs, les agriculteurs, pour avoir un peu plus de visibilité et justement avoir une certaine responsabilité sur l'accompagnement et la promotion de l'industrie agroalimentaire. Parce qu'aujourd'hui, on a une industrie agroalimentaire qui a une promotion indéfectible de l'État français. Des groupes comme Nestlé, comme Ferrero, ce genre de choses qui sont... il y a un réel questionnement à avoir sur ce genre de choses et le lobbying que peuvent avoir cette industrie-là sur
nos députés, comme on en parlait tout à l'heure. Exactement. Du coup, ça serait plus un travail d'un point de vue, non pas national, mais plus européen, pour faire en sorte que les directives, en fait, À toutes les échelles, parce que sur une échelle locale, il y a aussi l'accompagnement des mairies, sur des zones un peu plus rurales que les nôtres, mais pas que, pas forcément, l'accompagnement des producteurs locaux, la promotion de marchés ou de stands d'aliments, de produits locaux de manière à promouvoir ça. Sur une échelle nationale, c'est à travers justement les médias et la télévision. On se rend compte que les ministères, par exemple, de l'agriculture met en avant l'industrie laitière. De quelle manière et quelle partie de l'industrie laitière est mise en avant. Et du coup, voilà, à l'échelle locale, à l'échelle nationale, à l'échelle européenne et aussi à l'échelle internationale sur le regard qu'on peut apporter et sur justement, comme on peut le voir là, vu qu'on est en situation de guerre, la possibilité en fait des sanctions économiques sur l'écocide, justement les crimes d'écocide, il y a un réel questionnement à avoir sur ces questions-là. Mais bon, on se rend compte que voilà, dans des situations très anxiogènes comme la guerre, on peut se rendre compte qu'on peut agir bien et vite. Il faut le faire aussi sur les questions écologiques parce que l'urgence est criante. Ouais. Pour terminer cette émission, bien sûr, le quart d'heure de l'invité, avec toi, Abdel, je laisse mes compères, Dany et Fatia, te cuisiner un petit peu, te poser des questions sur toi, ton parcours, ton asso, ta structure. À vous, je vous laisse la parole, Dany, Fatia. Juste si je peux me permettre, est-ce que je peux prendre les devants comme Marine Le Pen? C'est ce qu'il va dire. Ah, 59, c'est vrai. Erreur de frappe de ma part. Hop. On fait comme vous voulez. Soit je vous fais une petite présentation en amont et on enchaîne avec les questions, soit on fait le contraire. C'est vous, comme tu le sens. Vas-y, on reprend. À la convenance de l'invité. Vas-y. Oh, ok, j'ai pris quelques notes pour bien avoir les grands points, mais sans rentrer dans les détails pour qu'on puisse avoir une question, un échange un peu plus dense. Justement, l'association qui porte le café-restaurant 1959 s'appelle RER. Pour réseau d'échange et de restauration, mais aussi un clin d'œil à la localisation du café-restaurant qui se situe en gare de Gare-Chercel. On a récupéré le local à la suite d'un concours qui s'appelle Gare Partagée, et la SNCF mettait notamment à disposition des anciens locaux vacants. Nous, c'était un ancien local de vente de billets grande ligne. Mais du coup, vu que tout se fait sur Internet ou sur les bornes, il y avait des locaux vacants et justement, on était parmi les premiers lauréats. On a réussi à accéder à ce lieu-là. Du coup, l'association porte le café-restaurant 1959, qui a été, entre guillemets, mis en place à travers deux constats principalement, qui sont l'offre alimentaire, qui, comme on le disait plus tôt, c'est une très bonne transition, est de mauvaise qualité sur le territoire, ou inexistante parfois. Et le deuxième constat, c'est le débat du vivre ensemble. Il y a beaucoup de débats sur le vivre ensemble, il y a beaucoup de propositions, mais il n'y a pas les lieux qui sont adéquats. Il y a un réel problème de lieux en banlieue. Du coup, à travers ces constats-là, on a décidé de se fixer pour le café-restaurant 1959 5 objectifs. Le premier, c'est l'emploi, parce que c'est notamment l'une des grandes questions de nos territoires. Le 1959, c'est un support d'insertion et d'inclusion. Nous, on a fait le choix en fait, de viser un profil bien particulier, c'est le profil de femme, mais le profil de maman en fait. Parce qu'on s'est rendu compte que ces femmes-là ont un savoir-faire culinaire, mais qui n'est jamais mis à profit de leur employabilité. On les sollicite souvent pour des associations, à titre privé, des associations et bénévolement, pour faire des couscous, des mafés, des gâteaux, ce genre de choses. Mais ce savoir-faire-là n'est jamais mis à profit de leur employabilité. Et du coup, nous on a décidé de mettre cette compétence à leur profit, au profit de leur projet professionnel. Le deuxième objectif, c'est le rapport à l'alimentation saine et durable. Nous, on a eu les mêmes réflexions qu'on vient d'avoir sur notre territoire. Nous, on est entre Garges et Sarcelles. Et c'est exactement la même chose qu'à Saint-Denis. Les chicken. C'est une type de population. C'est ça, c'est beaucoup de fast-food, de tacos, de burgers, ce genre de choses. Mais l'offre alimentaire est vraiment pauvre. Et du coup, nous, on avait vraiment vocation à proposer une alternative. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour radier tous les kebabs et les fast-food, parce que moi-même, j'en suis le premier à en manger. Mais c'est dès lors qu'on se pose la question de savoir qu'est-ce qu'on mange, qu'on ait le choix. Et nous, on avait vraiment cette volonté. T'as vraiment proposé une option supplémentaire. C'est ça, de diversité de choix. Et justement,
d'une autre manière, nous, notre diversité, elle se fait aussi sur la carte. Ça veut dire que on a un principe de plat du jour. Et chaque semaine, on change la carte et tous les jours, on change de plat. D'accord. Et ça, voilà, pour vraiment permettre d'aborder pas mal de saveurs, mais aussi on est sur un principe de cuisine du monde. On peut autant faire le wok, le bœuf bourguignon, le mafé, le tagine, le tiède. Voilà. C'est assez varié quoi, en termes de cartes. C'est pour permettre aux gens de sortir de leur carcan alimentaire, parce qu'on s'est rendu compte que moi, par exemple, en tant qu'étudiant, entre les pâtes que je mangeais à la maison et les fast-food que je mangeais dehors, je restais toujours sur le même cercle. Quoique, même si je peux manger les bons plats que me fait ma mère, c'est le même type de plat. Et du coup, on reste sur un même... Et la diversité alimentaire n'est pas vraiment là. Surtout quand on sait que les produits utilisés ne sont pas les meilleurs pour des raisons financières. Dans le rapport à l'accès à cette alimentation saine, on a fait le choix d'avoir des prix pour une gamme de produits qui ne sont pas adaptés. On est sur, par exemple, entrée plat dessert pour une gamme de produits assez haute pour que ça ait du sens. Mettre du sens dans l'assiette, c'est aussi le rendre le plus accessible possible. Et justement, voilà, on a aussi travaillé sur cette question-là de l'accès à l'alimentation, à la fois par l'information, savoir et de transparence, savoir ce qu'on met dans notre assiette, mais aussi sur l'accessibilité en termes de prix. Et comment dire, la pédagogie qu'on peut avoir sur oui, vous avez le droit d'avoir ce type d'alimentation-là, sur ce territoire-là, parce qu'il y a un réel enjeu. C'est bien ça. La troisième chose, c'est comme on en parlait tout à l'heure, c'est proposer justement un lieu de cohésion sociale. On peut se poser, boire un café, manger un cake, discuter, parce que c'est des lieux qui manquent aujourd'hui en banlieue. Moi je me souviens que quand on allait à la bibliothèque, on voulait se poser, il y avait la bibliothèque ou traîner dehors. Il n'y avait pas vraiment de lieu comme ça où on puisse se poser. La bibliothèque fallait se taire. Et nous on adorait parler. Du coup on n'a pas vraiment de lieu où se poser. Du coup c'est un lieu où on peut juste se poser, boire un jus et discuter. Voilà. C'est une dynamique, ça suffit pas, c'est très petit, mais on lance la chose pour que ça donne des idées aux autres pour proposer ce genre de lieu sur nos territoires. Ensuite, sur le deuxième constat, c'est sur la partie vivre ensemble, etc. Il y a quelque chose qui nous touchait vraiment, c'était la partie promotion du patrimoine. C'est-à-dire que nous, on s'est rendu compte que la vision que les gens pouvaient avoir sur nos territoires, sur nos villes, notamment Garges et Sarcelles, était très sensible au regard extérieur. Et du coup, nous, on a vraiment eu une volonté d'aller au-devant de ça et de proposer autre chose. Nous, la première chose, pour ceux qui sont déjà venus au Café Restaurant 1959, la première chose qu'on voit, c'est la bibliothèque. Nous, on a une bibliothèque où justement on a des romans, des livres de sociologues, on a des livres photos, ce genre de choses, pas mal de choses qui notamment portent sur nos territoires. On a voulu les rendre accessibles et créer la discussion autour de ces livres-là, notamment pour permettre aux gens qui sont issus de ces territoires-là de se réapproprier leur territoire à travers des notions qui leur sont propres, qu'elles soient d'architecture, qu'elles soient de migration, etc. Et qu'eux-mêmes puissent saisir ce qui les intéresse dans ces récits-là et se réapproprier leur propre histoire et leur propre patrimoine. Et la seconde chose, c'est pour les gens qui sont de passage, avoir une vision autre que les articles un peu orduriers des médias mainstream sur les choses qui se passent dans nos quartiers et vraiment apprendre d'une manière alternative à travers nos récits, mais à travers aussi les réalités et les différentes actions qui sont faites par les associatifs ou même les mairies, ce genre de choses. Du coup, voilà, nous on organise des animations diverses et variées. Ça peut être lié justement à l'alimentation, parce que on crée des passerelles, ça peut être lié aux questions de patrimoine, on ramène des sociologues, on ramène des auteurs de livres, même des romans, comme ça on fait des petits cafés-débats, notamment pour avoir une programmation culturelle beaucoup plus dense sur le territoire, parce que voilà, moi je suis étudiant, je me balade sur Paris, j'en croise à tous les coins de rue, ce genre de choses, on s'est dit mais pourquoi on fait pas ça chez nous? Du coup voilà, c'est le début de quelque chose, pour l'instant on a 4-5 animations par mois, et on essaye de toujours faire plus, toujours faire différemment. Voilà. Et en plus de tout ça, on fait des balades urbaines sur Garges, Sarcelles, à travers des publics différents. Ça peut être des groupes d'étudiants, des groupes d'entreprises du territoire qui sollicitent leurs employés pour sortir un peu de leur bureau et savoir ce qui se passe autour d'eux. Voilà, nous on est vraiment à même à axer justement ces balades en fonction du public et vraiment apporter une vision différente. On commence notre récit après l'appel de l'abbé Pierre dans les années 50 contre le mal logement, ensuite on aborde la question architecturale, la question des migrations,
et pas mal de questions sur l'identité pour vraiment avoir une vue d'ensemble. Et voilà, c'est un échange. Ouais. C'est un réel échange. Là, on est sur la partie échange du réseau d'échange et de restauration. Et ensuite, pour clore tout ça, nous, on avait vraiment vocation à être un espace de porosité en fait, entre les habitants et habitantes du territoire, les associations, parce qu'on relaie aussi pas mal d'initiatives locales qui sont présentes, les entreprises du territoire et les producteurs locaux. Ouais. Parce que en fait, cette chose que j'ai oubliée et qui est très importante, c'est que dans le cadre de la partie alimentation, on favorise le circuit court et l'alimentation saine. Oui, voilà. ouais. Et du coup, on promeut aussi les produits locaux. Ça peut être le miel qui se fait à Garches, Sarcelles, ça peut être le café qui est torréfié à Enghien, ça peut être comment on appelle ça, les sacs qui sont cousus par les chantiers d'insertion des Qualis, ça peut être pas mal de choses diverses et variées, notamment pour être justement le relais des différentes initiatives locales. C'est important et vraiment bravo pour tout ce que vous faites. C'est vraiment une offre complète au niveau associatif, au niveau social, au niveau restauration. Donc vraiment, c'est vraiment top ce que vous faites. Est-ce que vous avez des questions, Dani, Fatia, sur justement ce que fait notre ami Abdel avec son asso? J'en ai une par rapport à la cible. Au niveau des jeunes, est-ce que vous les captez facilement ou non? Alors, ça dépend. Nous, on nous a toujours posé la question de savoir quelle était notre cible. Est-ce que c'était que des gens de passage? Est-ce que c'était que des jeunes? Est-ce que c'était que des personnes un peu plus âgées nous, au niveau du 1959, c'est vrai qu'avant le Covid, on avait justement plutôt un public d'actifs qui était là et qui cherchait à se restaurer parce qu'il y avait justement ce besoin-là sur le territoire. Mais depuis le Covid, à travers justement les obstacles qu'on a rencontrés, et notre volonté aussi d'une programmation culturelle plus accrue, on s'est redirigé vers des profils un peu plus larges, et notamment on arrive de plus en plus à aborder des jeunes, notamment en fait à travers le réseau qu'on a des différentes associations. Ça peut être l'association Campus qui œuvre justement à l'accompagnement des jeunes, ça peut être à travers Espoir et Création. Voilà, on essaye de proposer de faire des partenariats avec des associations partenaires et les faire participer leur public et notamment choper des jeunes, des moins jeunes, ce genre de choses. On n'a pas de public prédéfini. On a par exemple, si par exemple on décide d'organiser un atelier fresque du climat par exemple, de viser une tranche d'âge. Par exemple, on se dit on fait du 15-12 ans, enfin 15-10 ans par exemple. Là on va vraiment axer l'animation sur ce profil-là, chose qui est prévue d'ailleurs dans le courant du mois. Mais ce que je veux dire, on pourra même 2 jours après faire une projection des débats d'un film sur l'alimentation saine, mais ça ce sera quelque chose qui sera plus destiné à un public un peu plus grand quoi. Un peu plus grand, mais on n'a pas vraiment de public cible. Le cible c'est le territoire. D'accord. Dani, est-ce qu'à l'occasion vous avez pour projet d'avoir plusieurs antennes dans d'autres villes? Justement, nous, dans un premier temps, en plus, l'association RER, en plus d'avoir porté le café-restaurant 1959, nous, à Goussainville, on avait récupéré les anciens locaux de cantine d'une société qui s'appelle Elior, et du coup, qui était vacant, qu'on a rénové. On a fait pas mal de choses pendant 3 ans. On a fait du coworking, on mettait à disposition en fait, notre espace pour les entrepreneurs culinaires. On a fait de la formation à plus grande échelle pour nos employés. On a fait de la sensibilisation à l'alimentation saine et durable, au développement durable à travers un jardin potager, des poulaillers, ce genre de choses. On a fait aussi un programme d'accompagnement des entrepreneurs avec la communauté d'agglomération et des associations comme Initiative 95, justement pour permettre l'accès à l'entrepreneuriat en mettant à profit entre guillemets notre savoir-faire. Pour les accompagner sur le modèle économique, la communication et les financements, ce genre de choses. On a été sollicité à travers justement ce programme-là, qui était de notre initiative, pour justement partager notre savoir-faire. Mais dans le cadre bien plus précis du modèle 1959, on a été sollicité pour créer entre guillemets un modèle type franchise, chose qui nous intéressait pas parce que nous c'est une initiative locale. Donc vous voulez vraiment rester implanté au niveau local. Je finis. Pardon. Je vais te compléter. Justement, la nuance, elle est qu'on ne veut pas du copier-coller. D'accord. On est sur le point de le faire, mais plutôt sur un modèle d'essemage de propositions, notamment aux différents entrepreneurs locaux des différents territoires, pour qu'ils puissent l'adapter justement à leur territoire à eux et que ce soit beaucoup plus pertinent. Et justement, on a cette vocation-là à accompagner et permettre l'essaimage, mais pas du copier-coller en fait. D'accord. Et on veut le 1959,
il est 19,59 parce qu'il y a Garges et Sarcelles et la communauté Roissy Pays de France autour. D'accord. Et ça n'aurait pas de sens de refaire la même chose trait pour trait à Villetaneuse, à Massy ou dans le Périgord. Ouais. C'est pour ça qu'on a vraiment vocation à être un référent sur les obstacles qu'on a rencontrés, les avantages qu'on a pu en tirer et les réalités, mais dans le cadre d'accompagnement et d'essaimage, Ouais. plus que de franchise. J'avais une dernière question. Pourquoi 1959 ? Alors 1959, c'est justement, pour reprendre un peu tout ce qu'on avait dit plus tôt, le café-restaurant se situe en gare de Garches-Sarcelles. Et pour faire un lien en fait justement avec notre patrimoine, la gare de Garches-Sarcelles a été construite en 1959. Ah, Et d'accord. initialement, c'était aussi l'heure de fermeture à 19h59. D'accord. Mais du coup, voilà, c'est une manière aussi pour nous de donner le nom du lieu à une date bien précise. Ouais. C'est pour justement replacer le patrimoine au centre du symbole et de ce qu'on peut porter comme patrimoine. Mais aussi, c'est une manière implicite de dire aux habitants du territoire, l'histoire de nos villes n'a pas commencé hier. Elle a commencé un peu plus tôt et cette date-là s'inscrit aussi dans un mouvement qui a une résonance à l'échelle nationale, à l'échelle locale et justement c'est que le début et on va continuer de marquer les dates même si on a été créé en 2017 et qu'on a monté le restaurant en 2019, les dates c'est nous qui les faisons entre guillemets, voilà. 1959 c'en est une, a fait le pont entre guillemets entre 1959 et maintenant, mais on a aussi beaucoup de choses à faire. Très bien. Merci Abdel en tout cas d'être venu ici à Villetaneuse dans les locaux d'LBS-FM. Grosse force à votre association. Merci beaucoup, ça a été un plaisir. Plaisir partagé. Merci Dani, merci Fatia, merci Alia pour le live Instagram. Bien sûr, le replay de l'émission qui sera disponible sur notre page Facebook Urban Street Reporter. Le podcast qui arrive très prochainement également. Et puis, n'hésitez pas à interagir même après l'émission. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, suivez également LBS-FM. Je ne l'ai pas dit, mais cette émission est aussi codiffusée avec notre partenaire Seine-et-Marnais MNG Radio, 99.7 FM du côté de la Seine-et-Marne, du 77. Voilà, donc retrouvez le replay de l'émission dès demain sur leurs ondes. Donc n'hésitez pas à aller écouter tout ça. Et on est aussi en direct sur leur page Facebook. Voilà, je ne l'ai pas dit au début, je le dis à la fin. On se donne rendez-vous du coup dans 2 semaines pour un nouveau numéro de Radio 4 Quarts, toujours les mercredis en fin d'après-midi. Salut à tous!